que ce film est vraiment aussi bien que tout le monde le dit? Bonjour à tous les amis, ici Gasp pour la chaîne Gasp Sensei qui, je le rappelle, est ma chaîne secondaire, voilà. Allez dans la description, il y a tous mes liens, voilà. Aujourd'hui, nouvelle review de film, je suis allé voir un film très attendu. Un film qui est noté 4,4 sur 5 sur Letterboxd, qui a même été noté à un moment 4,5 sur 5. Un film que tout le monde sur internet dit être potentiellement un futur chef-d'œuvre, enfin un truc qui dans le futur sera considéré comme un chef-d'œuvre. Je suis allé le voir il y a 2 jours. Et aujourd'hui, je vous fais ma critique. Aujourd'hui, je vous fais ma critique, je vais vous donner mon avis. Donc il y aura une partie avec spoiler et une partie sans spoiler, donc ça je vous laisse regarder dans le titre, normalement il y a le timer. Je vais vous donner mon avis, je vais vous parler un petit peu de l'histoire, bon plus dans la partie spoiler, mais je vais quand même y revenir un petit peu dans la partie non spoil. Je vais vous parler un petit peu des plans, de la réalisation, ce que j'en ai pensé, des acteurs aussi, parce que c'est quand même un film avec Leonardo DiCaprio, avec Sean Penn, donc avec des acteurs oscarisé, un film très attendu, un gros blockbuster, un film de Paul Thomas Anderson, et déjà ça fait plaisir, voilà, d'avoir des films de grands réalisateurs comme Paul Thomas Anderson, qui est connu notamment pour Magnolia, pour There Will Be Blood, plein d'autres, qui est peut-être le GOAT actuellement en vrai, hein. un des plus grands réalisateurs du 21e siècle, donc c'est un film très attendu, je suis allé le voir, je vais vous donner mon avis, et à la fin je vous donnerai ma note sur 5, combien est-ce que j'aurais mis sur Letterboxd à ce film, sur 5, restez bien, jusqu'à 1. Sans plus tarder les amis, on commence par le synopsis. Alors je vais vous lire le synopsis officiel de Allociné, parce que voilà. Ah, je vous dis pas tout de suite ce que j'ai pensé du film, mais les gars, il s'est passé des trucs assez drôles dans ma séance. Donc, ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque. Donc ça c'est important. Un ancien révolutionnaire paranoïaque, Bob, donc qui est le personnage joué par Leonardo DiCaprio, vit en marge de la société avec sa fille Willa. Il vit isolé parce que c'est un ancien révolutionnaire. Il est recherché, tu vois. Il peut pas, il doit se cacher. Sa fille Willa qui est indépendante et pleine de ressources. Comme c'est dit, Bob c'est un personnage paranoïaque qui est tombé dans la drogue, dans l'alcool, c'est un ancien révolutionnaire et tout. Donc c'est limite en fait sa fille qui s'occupe de lui, tu vois. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît. Donc oui, parce que ce personnage, quand il était révolutionnaire, il avait un ennemi juré. Et donc en fait le début du film c'est son passé de révolutionnaire, et après il y a un flash forward, tu vois, on avance dans le passé 16 ans plus tard. En gros ça commence par un flashback quoi si vous voulez. Donc oui, quand son ennemi refait surface après 16 ans, Bob remue ciel et terre pour retrouver sa fille, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Donc je résume au cas où c'était pas très clair. On suit un ancien révolutionnaire, donc le début du film ça montre comment c'est un révolutionnaire et tout dans le passé, donc c'est un révolutionnaire d'extrême gauche, parce que oui, je le dis maintenant, le film s'inscrit dans la politique finalement actuelle, j'ai envie de dire. Ça peut paraître être un peu une dystopie, mais au final c'est pas si loin de la réalité d'une Amérique contrôlée par l'extrême droite, ce qui est en fait le cas. Ça parle de suprémacisme blanc, de fascisme et tout, et lui, Bob, le personnage de Leonardo DiCaprio, c'est un révolutionnaire d'extrême gauche, qui croit pas dans la démocratie, qui croit pas dans les urnes, et qui donc, au début du film, on le surnomme Rocketman, parce que c'est un mec qui balance des bombes et tout, tu vois, c'est vraiment un fou. Il fait partie d'un groupe de révolutionnaires qui s'appelle les French 75, donc c'est les Français en plus. Donc le film commence par son passé de révolutionnaire, ensuite on a un flash forward 16 ans après, on le voit cette fois avec sa fille, comme c'est dit dans le synopsis, et ça c'est dans les trailers, donc je le dis, voilà, c'est l'histoire du film. Sa fille à un moment disparaît, et donc ça va être ce mec là, ancien révolutionnaire, qui est donc recherché par la police, parano, fou, alcoolique, drogué. Comment est-ce qu'il va faire pour retrouver sa fille qui a disparu? Et pour le contexte, donc je l'ai placé dans une Amérique, voilà, ça parle beaucoup de suprémacisme blanc, il y a des bails de société secrète et tout, mais bon, je rentre pas dans les détails, ça on y reviendra dans la partie spoiler les amis. Je vais vous parler de mon ressenti, je vais vous parler ensuite des choix artistiques et de la réalisation, puis des acteurs, et pour finir, je vous parlerai donc de mon avis final, et après on parlera au spoiler. Déjà, il faut savoir les amis, que c'est un film très imprévisible. Ça vraiment pour moi c'est, si quelqu'un devait me dire ouais, un mot pour décrire le film, au-delà de sensationnel, incroyable, ah j'ai spoil, non, je dirais vraiment que c'est un film imprévisible. Il y a beaucoup de rebondissements. Faut savoir que moi je suis allé au cinéma, les gars, j'ai fait exprès de pas me spoil et tout. J'avais même pas regardé les trailers. Je savais juste que c'était un père qui devait chercher sa fille. C'était juste ce que je savais. Et qu'il y avait DiCaprio et Sean Penn. Voilà, c'était vraiment tout ce que je savais. Et le film a énormément de rebondissements. C'est un film vraiment dans l'instabilité. Ça, je vais y revenir aussi sur comment il montre l'instabilité dans le film. Bah, je peux y venir maintenant en fait. Comme le mec est recherché, il y a un rôle très important de la police qui est toujours présente dans l'œuvre d'une manière ou d'une autre, qui va soit le pourchasser, soit le chercher, etc. C'est vraiment un film en fait où tu te sens instable, tu vois. Au-delà d'imprévisible, c'est un film qui est instable, et il y a énormément de rebondissements, il y a plein de trucs, et il y a des choix artistiques très marqués en fonction de ça. Je considère vraiment le film comme un film imprévisible, et c'est génial parce qu'il y a toujours des rebondissements. Scénaristiquement, tu t'ennuies jamais, et même dans la réalisation,
Donc là je vais venir un peu plus sur les choix de réalisation qui ont été effectués par PTA le GOAT. Déjà c'est filmé je crois en... ça s'appelle comment déjà cette merde? VistaVision. Je crois que c'est en VistaVision. Ça fait que tu as une image un peu carrée, un peu rétro. Ça a été filmé d'ailleurs en pellicule et je crois qu'il est diffusé à Londres, New York et quelque part d'autre, j'ai oublié. En pellicule, malheureusement, pas en France. Donc ça aurait été trop cool, mais... donc déjà c'est un choix très fort parce que du coup t'as un peu cet aspect pellicule, tu vois, genre un peu ancien, mais quand même super beau. Donc vraiment le film est magnifique niveau couleur, niveau grain, niveau... C'était vraiment super beau et il y a des plans de fou. Carrément les gars, il y a des plans, voilà, je vous le dis. Ça va vous spoil un peu sur mon avis sur le film. Des fois j'ai rigolé. La tête de homme, j'étais au cinéma, j'ai rigolé tout seul les gars. Moi j'ai pas explosé de rire et tout le monde me regardait, tu vois. Mais des fois j'étais vraiment dans mon siège de cinéma comme ça, je faisais... je rigolais tellement c'était une dinguerie frère. Des plans de fou. Que ce soit en termes vraiment esthétiques, genre de beauté, tu vois, des plans sur des paysages et tout, ça c'est plutôt à la fin, mais même au début, en termes juste de réalisation, de jeu avec les ombres, avec les reflets dans les miroirs, d'ailleurs ça on va y revenir, c'était exceptionnel et chaque plan amène une idée différente. Paul Thomas Anderson c'est trop le GOAT, je le dis encore. En plus les gars, Paul Thomas Anderson, je l'ai vu à la fin, j'étais même pas au courant, je pensais que c'était réalisation, mais non, le film il est written and directed by Paul Thomas Anderson, c'est lui qui a écrit l'histoire, et en plus il a réalisé, non, je rêve d'être ce mec, prends-moi en stage en fait. Concernant les choix artistique, donc je vais vous parler de quelques scènes évidemment sans spoil pour vous mettre un peu en contexte, vous mettre un peu l'eau à la bouche. Il y a une scène qui m'a choqué les gars. C'est même pas une scène, c'est un enchaînement de scènes. Ça dure pendant 20 ou 30 minutes. No joke, 15, 20, 30 minutes, c'était super long. Je sais pas, j'étais au cinéma, j'ai pas chronométré, je l'ai pas trouvé sur internet le temps que ça dure. Il y a la même musique pendant, on va dire 30 minutes, comme ça fait plus vendeur, pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes du film sur 2h30. Non, en vrai j'abuse, je pense que c'est plus 20, mais bref. Il y a la même musique. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, le personnage est recherché par la police. Donc sans spoil, c'est un moment où il y a un peu un jeu de chat et la souris, si vous voulez, entre lui et la police. Donc il est un peu... c'est pas vraiment une course-poursuite au sens premier du terme, c'est un peu il se cache, mais la police, tu vois, elle passe juste à côté, mais un peu machin. Voilà, c'est une scène, vous avez en gros en tête l'idée de la scène. Et en fait, il y a une musique un peu, bah voilà, tu vois, de track, d'angoisse, un peu d'ambiance, tu vois, un peu effrénée, un peu rapide. Et cette musique dure pendant 15 minutes. Ou 20 minutes, et en fait j'ai trouvé ça génial. Là vous pouvez penser mais c'est bizarre et tout. Non, parce qu'en fait ça montre vraiment l'instabilité, le fait que la musique ne s'arrête jamais, même quand tu crois que c'est bon, il est caché, il est hors de danger, la musique continue, tu vois que ah bah non en fait il est pas du tout là, il faut qu'il change de cachette, il faut qu'il change de machin, et c'était dingue, donc c'est un choix vraiment très fort, mais ça rendait trop bien. Et la scène était incroyable, pareil sur cette scène, il n'y a aucun plan qui est stable, genre filmé sur un trépied, c'est que filmé, je pense... Normalement oui, à l'épaule, ça veut dire que tu vois la caméra bouge toujours un peu, tu vois elle tremble un petit peu parce que c'est un mec qui filme comme ça, tu vois littéralement. Ça fait que ça renforce cette sensation d'instabilité et même quand le personnage, tu sais, il est caché, Zerma il se cache dans un coin, et bah tu vois la caméra elle tremble et t'as cette musique effrénée et tu captes qu'en fait il est pas caché, tu vois, il est toujours en danger et j'ai trouvé ça incroyable parce que en fait ça dure longtemps, tu vois, ça dure longtemps et tu te rends compte que c'est jamais fini avec la musique qui dure, avec les plans qui se posent jamais, avec le personnage qui passe de cachette en cachette, qui est là, qui se cache de la police. T'as vraiment cette sensation de peur de ce qu'il va te faire et en même temps tu regardes ça et toi tu peux rien faire, tu vois, genre le personnage il est là, il change de cachette, il essaye de se débrouiller, il se fait aider par des gens, nanana. Toi tu peux rien faire et j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc voilà, ça c'est un plan qui m'a marqué. Après il y a vraiment des plans exceptionnels. Il y en a deux notamment qui m'ont marqué dans les toilettes. Alors il y en a un au début du film, donc avant le flashback, avec notamment la femme du personnage de DiCaprio, donc la mère de la fille qu'on voit ensuite, dans les toilettes avec le personnage de Sean Penn, où il arrive de dos. Donc voilà, là c'est plus, c'est pas vrai, enfin du coup c'est pas un spoil, mais il y a que ceux qui ont vu le film qui peuvent comprendre, mais je vais essayer de vous décrire. Donc la femme du personnage de DiCaprio, qui est aussi une révolutionnaire, elle est dans les toilettes en train d'essayer de mettre une bombe, tu vois, et t'as le personnage de Sean Penn qui arrive derrière, vraiment comme ça en mode surprise, et c'est limite, enfin c'est pas un screamer en mode ça te surprend, mais t'es en mode wesh, comment il arrive là et tout, et c'est exceptionnel. Et il y en a un deuxième dans les toilettes, bon cette fois je vous explique pas ce qui se passe, mais où en fait t'as un personnage qui vient se révéler dans un reflet, les deux personnages tu veux, en gros si vous voulez je vous explique la scène, t'as le miroir à gauche et le personnage là qui est filmé devant, mais ça veut dire que comme le miroir il reflète l'autre personnage, tu vois les deux pendant la conversation, tu vois les deux, et sauf que du coup tu vois les expressions faciales des deux qui passent par des émotions, bah voilà je vais pas trop vous en dire, mais c'est génial cette utilisation du miroir, l'utilisation des reflets était ouf. Il y a aussi des utilisations de l'ombre, parce que comme je vous l'ai dit c'est un film où il y a des histoires de suprémacisme blanc, etc. Et donc parfois t'as des personnages qui passent dans l'ombre et qui passent du coup de blanc à noir, parce que tu vois ils sont dans l'ombre en fait, du coup ils deviennent tout noirs, et il y a plein de jeux métaphoriques et tout là-dessus, mais chaque plan amenait une idée, ou alors chaque plan était juste magnifique. Parfois il y en a où il y a pas forcément d'idée, mais c'est juste tu vois des beaux paysages et tout. La réalisation était dingue. Donc voilà, après j'ai
plein d'autres scènes qui m'ont marqué, mais on va éviter de rentrer trop dans les détails pour pas spoil, pour vous laisser un petit peu découvrir aussi ceux qui n'ont pas vu. Maintenant, je vais parler un peu des acteurs. Alors, DiCaprio, je pense, et j'ai vu Reggie le Gorilla dire ça, donc je le dis aussi, je pense que c'est dans son top 3 rôles de toute sa carrière. Il est exceptionnel et ça change un peu de ce qu'il a d'habitude de faire. Alors certes, c'est un perso un peu parano, un peu alcoolique et tout, il fait toujours ça, mais il est pas purement fou ce perso, tu vois, il a quand même un peu de raison en lui, et ça change parce que souvent DiCaprio il joue des fous, tu vois, à part quand il était jeune, tu vois, mais genre dans Shutter Island, les trucs comme ça, tu vois, bref, vous avez capté. Donc, et vraiment la perf est majestueuse. La parano, le vieux révolutionnaire, drogué, alcoolique, c'est le GOAT, hein, DiCaprio. Même ou qu'on l'aime pas, parce que tu vois, son aspect people et tout, voilà, il y a des gens qui l'aiment pas, mais en termes d'acting, en vrai, il est difficilement reprochable. Et j'ai vu Reggie le Gorilla qui a dit que c'était potentiellement un rôle à Oscar, et ça m'étonnerait pas. D'ailleurs, on va en parler des Oscars à la fin, quand je donnerai mon avis. Aussi, Sean Penn, hein, la perf de Sean Penn. Donc Sean Penn qui joue un peu l'antagoniste de l'histoire. De toute façon, Sean Penn, il a déjà 2 Oscars. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? J'ai rarement vu ça, ça fait partie de ces perfs mémorables, de ces perfs de cinéma qui me marqueront. Je pense à J.K. Simmons dans Whiplash, tu vois, c'est vraiment l'antagoniste que t'as envie de détester, mais tu peux pas tellement il est trop fort. Donc vraiment Sean Penn, monstrueux. Aussi, grosse dédicace à Chase Infinity. Je lis son nom parce que je connaissais pas du tout. Donc c'est la fille, en fait, celle qui joue la fille de DiCaprio. C'est son premier rôle au cinéma. Elle a déjà joué dans des séries et tout, un petit peu pour ado et tout. C'est son premier rôle au cinéma. Et même elle, j'ai vu Reggie le Gorilla qui a dit que ça l'étonnerait pas qu'elle ait l'Oscar carrément. Le rôle est exceptionnel et je pense vraiment qu'elle peut avoir un grand futur. Si son premier film, elle débarque et c'est ça la perf, mais mon dieu, qu'est-ce que ça va être dans quelques années. Donc Chase Infinity, à suivre de près sa carrière. Évidemment, Benicio del Toro, le sensei, voilà, le GOAT. Parler un petit peu des Oscars, j'avais dit que je parlerais des Oscars. Et après, on passera à l'histoire avant de passer au spoiler. Genre plus ce que j'ai pensé de l'histoire, quoi, sans vous spoil évidemment. Ça m'étonnerait pas que le film soit oscarisé. Franchement, quand je pense aux films qui sont sortis cette année, qui d'autre peut avoir l'Oscar? Déjà, Paul Thomas Anderson, il mérite parce que c'est trop le GOAT. DiCaprio, il mérite en termes d'acting. Sean Penn, il mérite en termes de peut-être meilleur rôle pour un personnage secondaire. Chase Infinity aussi. Carrément, le mec qui abuse, tu vois. Mais j'allais dire, genre, tous les nominés aux Oscars, ça va être que les acteurs du film, tellement ils sont tous trop forts, tu vois. Bon, j'abuse de fou, tu vois. Mais en vrai, c'est vraiment un film qui peut aller aux Oscars. Hein. Donc, ça m'étonnerait pas. Donc, pour parler du coup de l'histoire et de mon avis général avant de passer en spoil, ce que j'ai pensé de l'histoire, c'est que vraiment la relation entre le père et la fille était dingue, parce qu'en fait il y a vraiment cette inversion dans des rôles hors flashback, hein. Là je passe après le flashback, donc au début du temps présent on va dire, t'as DiCaprio, tu le vois drogué, il fume des joints et tout, tu vois sa fille qui lui explique des trucs, tu vois, qui lui dit ah t'oublieras pas de faire ça et tout, genre c'est vraiment sa fille, on dirait que c'est sa daronne, tu vois, alors que après sa fille disparaît et c'est à lui, le mec comme ça, d'aller la chercher et de faire son rôle de père. Donc t'as un peu cette inversion, tu vois. Au début, t'as l'impression que c'est plus la fille en fait qui s'occupe de son père, mais au final la fille se fait kidnapper et donc c'est son père qui doit s'occuper d'elle. Et c'est génial, la relation entre les deux est dingue. En parlant de relation, on a aussi évidemment avant le flashback la relation avec la mère qui est vraiment un personnage de fou, qui est attirée par toutes ces idées de puissance, de domination, etc. Et donc avec Sean Penn il va se passer des trucs, mais bon ça on en reparlera dans la partie spoiler. Puis même oui, l'évolution des personnages en eux-mêmes. Là j'ai parlé de l'inversion qu'il y a eu entre le père et la fille, tu vois. C'est super intéressant de voir la fille, son évolution, parce que elle, du coup, elle vit avec son père qui vit caché, tu vois, qui vit dans une forêt, etc. Parce qu'il est cherché par les keufs, mais elle veut juste avoir le quotidien d'une fille normale, genre une fille de son âge, elle veut avoir un téléphone, elle a même pas le droit d'avoir de téléphone, elle veut aller avec ses amis et tout. Et donc tu vois au fur et à mesure comment son quotidien la rattrape, mais franchement c'était dingue. Bon les amis, on va passer à mon avis, et puis après on fera les spoilers, parce que sinon vous aurez pas mon avis, tu vois, ceux qui regardent sans spoil. On va passer à mon avis les amis, c'était sensationnel, c'était incroyable. Je voulais un peu expliquer quand je vous ai dit que je rigolais carrément sur mon fauteuil de cinéma, tellement c'était... J'en prenais plein les yeux, c'était sensationnel. C'est Paul Thomas Anderson, j'ai trop de respect pour ce mec. En plus... Le message du film en soi est trop cool, tu vois, vu que ça parle de toutes ces histoires de suprémacisme blanc, tu vois, il y a des bails de société secrète, il y a des bails de voilà, bref, de racisme, hein, clairement. Et donc le film est engagé, le film est super. Les acteurs ont des perfs, je vous l'ai dit, qui méritent les Oscars. La réalisation mérite l'Oscar. C'est le gros blockbuster de la carrière de Paul Thomas Anderson et malheureusement j'ai vu que le marketing était pas ouf sur le projet, donc je sais même pas s'ils arriveront à être rentables, mais ils méritent tellement plus que des bouses qui sortent, voilà, sans manquer de respect évidemment, mais j'ai kiffé. Et pour ma note sur Letterboxd, actuellement je l'ai déjà noté, je l'ai mis à 4,5, mais c'est pas impossible que dans une semaine ou deux, parce qu'en fait sous le coup de l'émotion je suis sorti du cinéma, je me suis dit ouais c'est 5 direct, mais je me suis dit ah je sais pas, tu vois, c'est parce que là j'ai trop kiffé, je suis dans la hype, du coup je mets 4,5 pour l'instant, et peut-être je mettrai 5, mais j'attends genre quelques semaines et tout de voir si
si ça m'a vraiment tant marqué que ça, si c'est vraiment un monument, mais ça peut avoir 5 étoiles, vraiment. Il est noté 4,4 sur Letterboxd, alors faut savoir que sur Letterboxd, il y a souvent un peu une inflation des notes, ou au contraire une déflation, c'est-à-dire qu'en gros si un film est pas ouf, tout le monde va mettre 0, tu vois, ou si un film est pas mal, tout le monde va mettre 5, ouais c'était une dinguerie. Donc les notes sur Letterboxd sont pas si fiables, mais quand même il a 4,4, 4,5, donc c'est hors norme, hein. Je crois qu'il est vraiment dans... Quand tu vas sur Letterboxd et tu fais trier par les films les mieux notés de tous les temps, je pense qu'il doit être dans le top 50, tu vois, parce qu'il y a peu de films qui ont une note aussi élevée. Donc peut-être que c'est pas mérité parce qu'il y a une inflation un peu des notes, mais en vrai c'est pas si déconnant, hein. Genre peut-être pas top 50 film all time, hein, c'est pas ça que je dis, mais je veux dire 4,3, 4,4, 4,5 sur 5, en vrai le film a aucun défaut, hein. Les acteurs sont sensationnels, la musique est sensationnelle, la réalisation est sensationnelle. Qu'est-ce qui justifierait de ne pas lui mettre 5, tu vois? Qu'est-ce qui justifierait de dire ah non, à part si c'est vraiment ton ressenti personnel en mode ça t'a pas trop marqué? Rien en vrai. Le film a genre individuellement, genre musique c'est 5 sur 5, acteur c'est 5 sur 5, réalisation c'est 5 sur 5. Tu vois, genre en termes de si tu fais une moyenne à la fin, le film aurait une note de fou, et je suis d'accord. Donc voilà pour ma note. Bon les amis, sans plus tarder, on va passer à la partie spoiler, donc gros bisous à tous ceux qui partent pour la partie sans spoil. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un pouce bleu, et à aller dans la description voir tous mes liens, YouTube, Twitch, toutes mes chaînes YouTube, bref. Bisous tout le monde. Et les spoilers, bienvenue à vous. La partie spoiler va être assez rapide en vrai. Donc en vrai ça va juste approfondir les points que j'ai dit. Donc le personnage de Sean Penn, je trouve sa fin magistrale. La fin, déjà, je m'attendais pas du tout, et voilà, je le disais quand c'est un film imprévisible, le fait qu'il survive à son crash de voiture et qu'il sorte défiguré et tout, je m'y attendais pas du tout, j'étais choqué. Et sa fin, où finalement il finit par avoir son petit rôle de merde dans sa société secrète de suprémaciste blanc. Ah bah tiens, maintenant t'as un bureau, t'es passé, comment ça s'appelle, commandant de Noël, un truc comme ça, genre bah j'ai regardé en VO mais c'est genre Christmas Soldier, genre soldat de Noël, je sais pas quoi, tu vois. Rôle de merde qui veut rien dire, insignifiant, et il va dans son bureau et il met les pieds sur la table et il meurt asphyxié parce qu'il a fait une relation, il a eu une relation interraciale avec une meuf noire. Sensationnel la fin, sensationnel. C'est plein de sens, tu vois, genre de cette quête un peu d'un statut qui veut rien dire, du suprémacisme blanc qui est aussi un truc qui veut rien dire, tu vois, c'est plein de messages et tout, et vraiment c'est génial. Bon désolé, ça va être décousu, hein, là j'ai commencé par la fin, mais au début, j'ai pas beaucoup parlé de ce personnage alors que c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué dans le film. C'est la mère donc de Willa. Donc j'ai oublié le nom de l'actrice, je suis vraiment désolé, mais c'est la meuf du coup de Bob, donc le personnage de DiCaprio, enfin vous voyez de qui je parle. Et la réalisation dans les scènes avec Sean Penn, où genre lui met le pistolet dans les fesses là, et il passe à travers l'ombre et le mec devient noir et tout, non mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et ce personnage là, donc oui, qui est vraiment attiré par cette domination, qui au final, c'est pas vraiment par choix, tu vois, qu'elle couche avec Sean Penn, parce qu'il lui met un peu... je dis Sean Penn comme si c'était le vrai mec, tu vois, c'est un film, hein, c'est son rôle, hein. Le miskin, il l'a pas violé pour de vrai, hein. Et donc au final, c'est un peu forcé, tu vois, il lui met un peu le couteau sur la gorge. Mais cette femme, elle aime la domination et tout, donc tu vois, ça s'inscrit quand même dans le processus narratif du personnage, tu vois. Et ouais... Et puis j'avais vu Red Jelly Gorilla dire un truc super intéressant, c'est que même si elle est plus là par la suite dans le film, on la voit pas après la fin du flashback, on sent toujours qu'elle est là, tu vois, ça fait toujours allusion à elle. Même le personnage de DiCaprio, Bob, il vit beaucoup à travers son passé de révolutionnaire, et donc son passé, bah, il était toujours avec cette femme, tu vois. Et donc on sent qu'elle est là, quoi. Et à la fin, ça finit par la lettre où elle dit « Je suis encore là, je suis toujours là ». Et j'ai trouvé ça magnifique. Et oui, bah oui, putain, j'ai oublié le plus important. Un des trucs qui m'a le plus marqué dans le film, c'est du coup le développement de ce perso-là, parce que le flashback au début dure quand même longtemps, il dure une trentaine de minutes, je pense, même peut-être 20 minutes. Peut-être plus même, j'en sais rien. Quand elle a son bébé, et donc tu sais, elle est pas du tout prête à être mère, ça se voit, elle tire avec des AK et tout, et quand lui, au contraire, Leonardo DiCaprio, enfin je dis Bob Ferguson quoi, il commence à s'intéresser à sa fille, la mère. Du coup, elle est plus dans tout ce qui la fait kiffer, dans tout ce qui l'excite, c'est-à-dire les explosions. Carrément, à un moment elle propose à DiCaprio, ça aussi, ça m'a remarqué, de baiser pendant une explosion, tu vois. Genre, elle voulait baiser pendant une explosion tellement ça l'excite, tu vois, toute cette action, etc. Et quand il se pose parce qu'ils ont un bébé, enfin, en tout cas, DiCaprio se pose,
elle a plus tout ce qui l'a fait kiffer, c'est-à-dire l'attention de son mari, avec qui ils font des trucs fous et tout. Et elle dit, clairement dans le film, elle le dit à haute voix, est-ce que c'est normal d'être jalouse d'un bébé? Elle est jalouse de sa fille, parce que maintenant son mari, il est à Dieu plus que pour sa fille, et il ne la regarde plus elle. Et c'est là aussi du coup qu'elle sombre dans les relations avec Sean Penn, etc. Parce que ça lui apporte de la nouveauté, et non franchement c'était dingue. L'histoire était dingue, et puis voilà, même j'ai kiffé voir tu sais, les Mexicains avec le personnage de Benicio del Toro, la Sensei, genre comment il voit, tu vois, tous les problèmes d'immigration, comment il fuit la police avec les mecs en skate et tout, j'ai kiffé, mais les scènes sont dingues, les scènes sont trop bien. La scène de la course-poursuite, du coup j'en ai parlé, qui m'a choqué, quand DiCaprio il doit fuir. Du coup, il fuit sa maison dans la forêt, il arrive, il croise un mec, enfin il va voir le sensei là justement, il se cache dans la salle de judo là, ou de karaté, j'ai oublié. Sauf qu'en fait, il se rend compte que non, les flics ils arrivent, du coup ils partent, et puis ils croisent le mec en skate, ils lui disent viens on va là, dans le supermarché, et dans le supermarché ils y vont. Sauf qu'en fait, les flics ils arrivent là, et mec, la scène dure genre 20 minutes, t'as la musique en boucle, la même musique, et non c'est... Bravo. Bravo à Paul Thomas Anderson. Merci pour tout. T'es le GOAT. T'es un monstre. T'es un tigre. PTA. Bravo pour le message aussi. Et voilà. En vrai, niveau spoil, je peux parler de quoi d'autre mec, la scène quand il kidnappe la meuf là dans le couvent, il la ramène et t'as juste Sean Penn qui est assis sur un trône. Et la scène en 1v1 avec les deux quand ils font le test ADN. Où la meuf elle essaye de fuir mais elle a les mains liées, donc elle lui met des feintes, elle lui met des appels contre des appels contre appels là. Elle lui fait des gauches-droites. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ouais, Sean Penn qui délivre une performance XXL. Non les gars, c'était dingue. C'était dingue. Désolé, la partie spoiler est bien moins construite que la partie sans spoil, mais je parle juste des trucs qui m'ont marqué quoi. Et ouais, putain, c'était incroyable. Et la fin où il y a la lettre et elle dit que la mère en fait elle est toujours là, etc. Et ils vont peut-être redevenir une famille. En plus, ça m'a grave étonné parce que la mère, tu sais, même la fille, elle était un peu en rejet de sa mère quand elle a appris que c'était une poucave, etc. Ah ouais, putain, c'est vrai, il y a aussi le truc là avec le téléphone quand il lui dit ouais, il est quelle heure, le mot de passe. Et tu sais que ça montre que les nouveaux révolutionnaires ils sont très protocolaires, etc. Et c'est plus l'idée en fait de la révolution qui se perd comme à l'époque où ça envoyait des coups de fusil et tout. Putain, c'était incroyable. C'était incroyable. Bon, en vrai les amis, je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé de ce film que j'ai kiffé, j'ai mis 4,5, mais je vais peut-être mettre 5. Alors je songe de plus en plus à mettre 5 sur Letterboxd. Et c'était une claque. Franchement, c'était une claque. Cette année, il n'y avait pas eu de grosse claque au cinéma, bah elle est là. La claque de 2025, ce sera une bataille après l'autre. Ce sera Paul Thomas Anderson. On verra ce que sera la claque de 2026. Est-ce que ce sera l'Odyssée de Nolan? J'y crois moyen, je sais pas, peut-être. On verra bien. Mais voilà les amis. Merci d'avoir suivi. Bon, pour ceux qui ont suivi les spoilers, c'est la même rengaine que pour ceux qui sont partis aux spoil. Hein. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Allez dans les liens dans la description. Abonnez-vous à tous les liens. Et voilà, c'était Gasp. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt pour une nouvelle critique ou une nouvelle dégustation. Ou, oh, la chaîne Gaspensé, de toute façon, on y va. Hein. Et puis, nouveau podcast demain, évidemment. Ou alors cet après-midi, selon quand j'ai posté la vidéo. Bisous tout le monde.